des écoutes un petit peu n'importe comment. Écoutez, si je peux intervenir, bon, moi j'ai été donc mise sur écoute téléphonique. Oui, attendez, je vais vous présenter peut-être. D'abord, Violaine Vanoyek, vous êtes écrivain, vous avez écrit plus d'une vingtaine de livres, aussi pianiste, et donc vous avez, vous, été mise sur écoute téléphonique, et vous en êtes aperçue de quelle manière? Alors, écoutez, je m'en suis déjà, peut-être vous lirez, oui, je vous ai interrompu, mais vous vouliez répondre à Charles Pellegrini. Répondre à Charles Pellegrini, oui. Donc, j'ai été mis sur écoute téléphonique par une société de gardiennage qui donc mettait des écoutes, qui posait des écoutes illégales privées, et ces gens ont été jugés. Donc, je me permets quand même de donner le verdict. Ça donne peut-être une idée. Ils ont effectivement écopé de 2 à 5 ans de prison, mais avec sursis. Donc, personne, aucun d'entre eux n'a fait de la prison et d'une forte amende. Mais quand on dit forte amende, ça se situe entre 150 et 200 000 francs. Ce qui me semble un petit peu léger par rapport effectivement aux dommages que pouvaient entraîner tout de même les écoutes en ce qui me concerne, mais en ce qui concerne également d'autres personnalités, puisque cette société avait quand même l'habitude de mettre régulièrement les gens sur écoute téléphonique. Encore une fois, oui. Comment vous vous êtes aperçu que vous étiez sur écoute et filé aussi, hein? Il y avait filature. Oui, j'ai également été Alors filée. comment vous en êtes aperçu? Écoutez, je m'en suis aperçue parce que j'ai été prévenue, c'était en octobre 89, donc ça ne date pas d'hier, et j'ai été prévenue par l'inspection générale des services, l'IGS, qui est donc, qu'on appelle aussi la police des polices, tout simplement parce que l'IGS à l'époque filait un policier qui, en dehors de ses activités de policier, paraissait avoir des activités un petit peu douteuses, disons. Et ce policier ayant été arrêté, interrogé par l'IGS, a révélé qu'il travaillait en fait également pour une société de gardiennage. Et l'IGS a débarqué, ils ont, je crois, agi extrêmement rapidement. Ils ont donc débarqué dans cette société de gardiennage. Ils ont réussi à saisir à la fois des dossiers de commandes qui avaient été passés par des clients à cette société de gardiennage pour mettre donc des gens sur écoute téléphonique. Il y avait également des bandes donc, qui ont été retrouvées dans les dossiers. En ce qui me concerne, on a retrouvé donc l'équivalent des bandes d'écoute sur 3 mois. 3 mois d'écoute. 3 mois d'écoute. Alors là, d'après l'inspection générale des services, on a retrouvé ces 3 mois d'écoute. Ce qui ne veut pas dire que les écoutes n'avaient pas commencé depuis bien longtemps avant. Et à mon avis, vu les contretemps que j'avais dans ma profession, puisque c'était des écoutes qui avaient été demandées essentiellement sur ma vie professionnelle, je pense que les écoutes duraient depuis beaucoup plus longtemps que cela. Alors, qui avait commandité? Pourquoi? Alors, on a su depuis, et je l'ai su d'ailleurs très rapidement, que c'était quelqu'un d'extrêmement proche, puisque lorsque le client passait une commande à cette société de gardiennage, il remplissait un dossier avec son nom, et il précisait également ce qu'il voulait, ce qu'il désirait dans ces écoutes, c'est-à-dire s'il voulait que ce soit des écoutes qui portent sur des discussions privées, professionnelles ou autres. Tous les desiderata étaient marqués finalement sur ce dossier. Et, quel était le but justement de cette action? Parce que vous dites professionnel. Oui, c'était essentiellement professionnel, c'est-à-dire que j'avais vraiment une multiplication de contretemps, ça a duré à peu près 1 année. Bon, je vais prendre un exemple concret. Quand on sort un livre évidemment, ou quand on donne un concert, on a un suivi de promotion, et quand je partais par exemple en tournée, il y avait des rendez-vous qui étaient pris avec des journalistes, et systématiquement ces rendez-vous étaient décommandés avant que je n'arrive, ou un concert était quelquefois décommandé avant que je n'arrive. Alors évidemment ça peut paraître tout à fait anodin, mais quand ça se multiplie c'est quand même très très ennuyeux. En plus les gens ont tendance évidemment à ne plus vous faire confiance et à penser que vous êtes un petit peu comme quelqu'un de fantaisiste. Donc c'est quelqu'un qui avait des informations avant que je ne me rende soit au rendez-vous, soit le jour de la représentation, qui interceptait finalement les communications et qui, avec ces renseignements, agissait. Faisait sauter les rendez-vous. Mais alors c'est quoi les rendez-vous? Ça c'est le moyen, mais le but c'est quoi? C'est vous nuire? Et le but c'est essentiellement de me nuire, et je peux vous dire que petit à petit, il est vrai que certaines personnes finissent par vous tourner le dos, vous n'êtes plus crédible si vous voulez, et donc ça peut être très très handicapant. La raison c'est quoi? La vengeance, la jalousie? La vengeance non, parce que bon, la jalousie oui, apparemment c'est uniquement poussé par la jalousie, et je vais vous dire franchement que c'est une jalousie qui doit relever
relever pour moi du psychiatre, parce que je ne conçois pas une seule seconde que par jalousie on puisse mettre quelqu'un comme ça sur écoute. Il faut savoir que c'est des écoutes, je vais vous donner un chiffre approximatif parce que c'est celui que l'on m'a donné, qui coûte environ 30 000 francs par semaine. Donc c'est quand même 30 000 francs par semaine. Absolument. Et donc vous avez ce sont 3 des mois services retrouvés. Donc ce sont des services quand même qui sont extrêmement élevés. Et puis ça peut aller beaucoup plus loin que cela, et je m'en suis aperçue par la suite, c'est-à-dire que bon, à l'époque, il est évident que j'avais des conversations avec des amis qui, eux, étaient en procès pour différentes raisons, avec des maisons d'édition ou autres, et qui me parlaient, parce que ne se sachant pas espionner, qui me parlaient tout à fait naturellement, en me disant, bah, tiens, mon avocat va plaider tel ou tel élément, ils ont ça en main, on est sûr de les avoir. Bon, il est évident que ces éléments-là pouvaient également être revendus. Donc, tout est utilisé. Est-ce que vous l'avez vécu comme un viol de vie privée, un vrai viol, ou finalement, vous avez mis à distance en vous disant tout ça n'a aucune importance? Quand vous réécoutez les bandes, puisque vous êtes obligé de les réécouter. Ah, parce que vous avez réécouté. Ah oui, vous êtes convoqué, enfin on vous invite à l'inspection générale des services, et puis vous êtes obligé de reconnaître que c'est bien vos conversations et votre voix. Qu'est-ce qu'on vous a fait entendre, Violaine? Tout, la totalité. Alors, vous êtes censé tout réécouter, et c'est là où vous prenez conscience de ce qu'on a effectivement entendu sur vous. Et c'est bon, je vais vous dire franchement, quand je suis rentrée ce soir-là, j'étais très déçue de la nature humaine d'abord, et c'est vrai que je me suis enfermée un petit peu pendant 15 jours, je ne voulais absolument voir personne, en me disant que, bon, je suis peut-être un petit peu naïve, mais je ne pensais pas que ces moyens-là pouvaient exister aussi facilement, qu'on pouvait les utiliser si facilement. Et puis après, évidemment, il y a la colère. Est-ce que cette personne, dont vous ne souhaitez plus justement parler aujourd'hui, est-ce que vous l'avez immédiatement contactée pour lui dire ou... Non. En revanche, j'ai pris rendez-vous avec la juge d'instruction, et j'ai retéléphoné à l'inspecteur qui devait interroger cette personne pour savoir véritablement les motivations qui avaient poussé cette personne. C'est ça que je voulais savoir finalement. Bon, est-ce que vous l'avez su? Oui, et on m'a dit que c'était effectivement uniquement par jalousie, pour déstabiliser en fait ma vie professionnelle. Est-ce que des années après, puisque maintenant ça fait 7 ans, oui. 7 ans. Est-ce que vous y pensez encore? Est-ce que sentiment justement, à un moment donné, d'ingérence dans votre vie privée de cette façon-là, violente, sans votre accord, est-ce que ça reste toujours, ou vous avez complètement oublié? Et c'est très curieux que vous me posiez la question, parce que quand vous m'avez demandé l'année, je ne me souvenais plus en fait de l'année, j'ai été obligée de faire un effort de mémoire, parce que j'ai l'impression que c'est hier, et donc je ne l'oublierai pas. Je suis certainement beaucoup plus vigilante qu'avant, et peut-être aussi un peu moins naïve, bon, mais non, je crois que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. On a le sentiment que ça colle à la peau, comme vous en parlez. Ça a été... Oui, tout de même, oui. Et en plus, si vous voulez, ça a débouché sur des choses qui ont été tout de même un petit peu plus loin, si je peux compléter. J'ai quand même eu beaucoup de pression, pour que je ne parle pas, et quand je devais participer à une émission de télé, beaucoup de pression aussi, et vous me demandez de la part de qui, je pense que les seules personnes que ça dérangeait, c'était certainement les sociétés de gardiennage. Oui, mais ces pressions étaient anonymes? Mais ces pressions étaient anonymes. C'est les raisons pour lesquelles je pense que c'est une hypothèse, mais qui peut aller très loin, puisque ça a été jusqu'à des menaces de mort. Ah, justement, à ce propos. Par téléphone? Par téléphone, et des mots également, des mots anonymes qui ont été placés devant chez nous. Je vais poser la question peut-être à M. Pellegrini, mais quand on reçoit, ça m'est arrivé moi, de recevoir des menaces par téléphone, des menaces qu'on ne sait pas si c'est gratuit ou pas gratuit, de mort aussi. Est-ce qu'on peut demander à la police d'être sur écoute? Est-ce qu'on peut l'être immédiatement, très vite? Quasiment, dans la mesure, et j'allais dire, c'est un petit peu le bénéfice de votre notoriété, M. Ménez, si vous le demandez. Il y a 99 chances sur 100 que vous le soyez tout de suite, mais n'importe quel citoyen qui reçoit des menaces de mort, surtout aujourd'hui avec les standards numériques, ça va très très vite. Et tous les systèmes qui sont en vigueur chez les pompiers ou pour les appels police-secours pour détecter les mauvais plaisants peuvent fonctionner sur votre téléphone privé. Moi, j'ai une question quand même à vous poser, Charles Pellegrini, parce que je crois que le grand public ne sait pas finalement comment on pose les écoutes. Et vous dites, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez dit, une bretelle, voilà, et je suis branché. Comment on branche les écoutes téléphoniques? Je ne sais pas, je n'en ai jamais fait. Non,
Écoutez, je l'ai lu dans les journaux, j'ai jamais posé d'écoute moi-même. Je crois qu'on met tout simplement, on dévisse la boîte PTT à l'entrée de l'immeuble et qu'on met 2 pinces crocodiles et puis qu'on renvoie ça sur un magnétophone, sur un émetteur, et le magnétophone se trouve dans la voiture quelque part et tourne avec des bandes suffisamment longues. Donc il n'y a pas besoin de pénétrer dans l'appartement de la personne. Non, il suffit de trouver le répartiteur PTT. Oui, parce que tout à l'heure, on avait le sentiment, en écoutant Violaine, que quelqu'un était venu déposer les... Ça n'a rien à voir. C'est effectivement dans un immeuble, donc il faut simplement repérer la ligne qui les intéresse. Alors, donc je tiens à préciser que dans le cas d'espèce, il fallait aussi la complicité d'un agent des télécoms pour accéder donc au boîtier qui est fermé à clé, et c'était le cas. Monsieur Guillou, vous voulez ajouter quelque chose? Je veux simplement dire que si on peut arriver à des situations aussi douloureuses que celle de Madame, Monsieur Pellegrini en est pour partie responsable. Je m'explique. Parce que cette banalisation de l'écoute téléphonique est quand même un viol de la vie privée. Dès lors que l'on pose pour principe que la fin justifie les moyens, bien mon Dieu, une écoute de plus ou une écoute de moins, c'est pas dramatique. Et le mauvais exemple est donné. Et partant de là, ça devient incontrôlable. La France est un état de droit, il faut que le droit soit respecté. Parce qu'aujourd'hui, c'est M. Pellegrini, et évidemment, il ne va pas aller écouter Barbe-Molle pour des histoires un peu salaces, mais rien ne dit que son collègue ne le fera pas, lui. Je vous trouve quand même un petit peu réducteur. La fin justifie les moyens, c'est dit comme ça brutalement. Je veux dire, les policiers font ce qu'on leur dit de faire. Et puis j'allais dire, vous savez, une police est à l'image de la société qui l'a engendrée. Alors, l'ingérence dans la vie privée, c'est aussi l'inspecteur des impôts, votre ancien métier, Monsieur Guillou. L'intervention d'un polyvalent, comme on dit, est toujours une rude épreuve. Dans le film de Jacques Monnet, Signes extérieurs de richesse, Claude Brasseur avec son comptable Jean-Pierre Mariel doivent affronter le contrôle tatillon de Josiane Balasco. Dites-moi, je vois que vous ne faites jamais de retrait en espèces sur votre compte bancaire.